C'est bon pour moi. Bonne table ronde. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis particulièrement heureuse de rejoindre cette initiative Women and Girls in Tech. Voilà, je suis Muriel Brunet, je suis responsable éducation et numérique à la direction générale d'INRIA. Pour INRIA, ce sujet de la place des femmes dans le numérique est totalement intégré puisque ça fait partie intégrante de notre contrat d'objectifs et de performance. On reviendra sur ce point-là. Et donc, INRIA, c'est quoi? C'est l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique. Et cette excellence numérique, en fait, elle est dans différents domaines comme les sciences de la donnée, l'intelligence artificielle, les algorithmes, la programmation, et avec un impact, je dirais, socio-économique dans des secteurs très différents. Bien sûr, celui de l'éducation, mais aussi de la santé. Vous devez tous connaître l'application anti-Covid qui vient d'INRIA, et dans le secteur des transports, du climat, de l'environnement. Et c'était très important pour nous. Et je suis vraiment heureuse de vous faire découvrir des profils qui sont des rôles modèles, inspirantes pour moi comme pour d'autres. Ce sont des femmes qui se sont appropriées cette technologie, ces sciences. Et je suis ravie de vous les présenter. Alors en fait, je ne vais pas vous les présenter. Je vais leur demander de faire cet exercice. Alors, je vais passer la parole. Qui est-ce qui veut se lancer sur le… Allez, Sophie, qui es-tu? Ça, c'est un sujet qui mérite plus que d'une minute, mais bon. Allez, je te laisse 1 minute et demie, mais après, je te demanderai ton parcours aussi. Tu peux enchaîner les deux. Non, mais quand on dit à quelqu'un qui est debout, c'est l'infini d'une œuvre littéraire. C'est tellement de choses, quelqu'un que… Mais c'était une boutade. Donc, je m'appelle Sophie Pellin. Je suis mariée. J'ai 2 enfants qui ont tous 2 passé la vingtaine. Je suis la fille d'un chercheur en astrophysique, la sœur d'une chercheuse en biologie, la mère d'une doctorante en physique des matériaux. Donc, c'est dire si je suis cernée. Mais j'ai fait beaucoup d'autres choses dans ma vie et je me suis retrouvée, je le raconterai tout à l'heure après, dans la techno, bien après avoir exploré plein d'autres choses. D'accord. Et ton métier aujourd'hui? Mon métier aujourd'hui, mon métier consiste à développer un startup studio spécialement adapté aux scientifiques dans le domaine du numérique qui ont envie de démarrer une startup. D'accord, Je vous le raconterai tout à l'heure. Voilà, on reviendra là-dessus. Corinne, qui es-tu, Corinne? Alors, moi, Corinne Toiti. Voilà, je suis Corinne Toiti. Je m'appelle Corinne Toiti et je suis donc chercheure à Grenoble, à Grenoble. Et je suis aussi très impliquée dans la médiation scientifique. Et sinon, voilà, effectivement, la question qui je suis, moi, je suis une très, très grande curieuse depuis toujours. J'ai grandi en étant curieuse, en me posant tout le temps des questions, en saoulant mes parents depuis mon plus jeune âge. Mais pourquoi c'est comme ça? Et c'est pas autrement, etc. Et du coup, j'en ai fait mon métier. Merci, Corinne. Liliana, qui es-tu? Merci. Femme aux multiples facettes. Je suis Liliana Coupeau-Grosjean, je suis de base chercheuse d'INRIA. Je vais expliquer mon sujet de recherche, mais maintenant je suis plutôt dans la responsabilité d'équipe de recherche INRIA. Je suis aussi cofondatrice d'une start-up et je co-préside aussi le comité parité égalité des chances de l'INRIA. Voilà, donc ça c'est les multiplicatrices. Merci Liliana. Élise, dis-nous qui tu es. Bonjour, donc moi c'est Élise Taillant. Moi, je suis chargée des partenariats et des projets d'innovation à Grenoble, donc je ne suis pas très loin de Corinne. Et puis, moi, je suis entre les chercheurs et ce que fait Sophie, donc les entrepreneurs. Donc, mon rôle, c'est de faire le lien entre la recherche et le reste du monde. Voilà. Et donc, un petit peu comme Corinne, moi, je suis curieuse aussi. J'aime bien savoir comment les choses fonctionnent. Donc, c'est un petit peu ma motivation dans la vie. Voilà. Merci, Élise. Alors, Sophie, c'est quoi ton parcours pour finalement en être arrivée là? Je crois qu'il est riche, celui-là. Tu n'as pas assez d'1 minute et demie. Non, je vais essayer de le simplifier. J'étais comme
Bon, comme beaucoup de gens, j'étais bonne en maths, hein. J'ai fait des études de maths, j'étais en maths sup, à la fois parce que j'étais bonne et à la fois par paresse intellectuelle, parce que j'avais pas trop d'autres idées claires en tête, donc j'ai suivi ce chemin-là. Et après, bon, d'école d'ingénieur, j'ai rebondi dans une école de commerce, et puis après, j'ai fait beaucoup de choses différentes. J'ai commencé par faire du développement en informatique, et après, j'ai fait du commercial, et après, du développement de produits nouveaux. Et ensuite, pendant de longues années, j'ai fait du conseil en transformation d'organisation, basé sur la mise en place de nouvelles façons de travailler, appuyées sur les nouveaux outils informatiques, et donc des changements organisationnels. Et puis un jour, j'ai décidé que j'en avais marre, que j'avais envie de monter ma boîte, que là où j'étais, je m'ennuyais profondément parce que je suis curieuse, un peu comme tous ceux qui travaillent dans nos univers, et créative. Et j'aime pas faire toujours la même chose quand il ne se passe plus rien dans ma tête et que ça pétille plus. Et que je trouve inutile, hein, ce qu'on me demande de reproduire. Si c'est utile, je le fais. Voilà, et je suis allée monter ma boîte et je l'ai développée, puis je l'ai revendue. Et après, j'ai croisé la route de Jean d'Enria qui s'occupait de start-up et ça rejoignait tellement de choses qui m'intéressaient, l'innovation, les choses compliquées, les équipes très exposées, l'incertain, la complexité de trouver un chemin dans cet espace-là. Et ben, j'ai foncé, voilà. C'était il y a 15 ans, j'y suis encore. Merci. Élise, toi, quel est ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à ce que tu fais aujourd'hui? Oui, alors il y a aussi c'est toujours un petit peu un mélange. Je pense que c'est quelque chose qu'on va retrouver assez souvent, un mélange voilà, je suis bonne dans quelque chose et puis d'opportunités et voilà. Donc un peu comme Sophie, voilà, pareil, hein, plutôt bonne en sciences, enfin plutôt bonne de manière générale dans les matières, mais les sciences en particulier, prépa, école d'ingénieur. Moi, globalement, c'est les sciences de manière générale qui m'intéressent, donc ce n'est pas que l'informatique en fait, un peu tout. Donc, je me suis retrouvée dans une école d'informatique, c'est un peu un hasard. Et voilà, donc moi j'ai travaillé ensuite dans le domaine plutôt de l'informatique appliquée au médical, voilà, pour essayer de conjuguer deux sciences ensemble. Et puis pareil, je fais du développement, j'ai travaillé pas mal en R&D, et puis ensuite je me suis orientée vers comment rendre tout ce sur quoi on travaille en recherche utile quelque part dans la société. Donc c'est ce qui m'a poussée à faire ce métier-là. Merci. Liliana, quel est ton Moi, parcours? c'est un peu différent dans le sens où mes parents m'ont toujours dit qu'il fallait que je fasse quelque chose dans lequel je m'éclate. Quand j'aille au travail, je prenne de plaisir. Et donc, je voulais faire chirurgien. Ça a été toute mon adolescence. J'ai tout préparé pour en Roumanie. Je suis d'origine roumaine. Le parcours était assez câblé pour pouvoir aller en fac de médecine. Et en fait, quand j'avais 14 ans, un ami d'enfance est mort, est décédé. Et à son enterrement, j'ai eu un malaise. Et je me suis dit, je ne peux pas travailler dans la médecine. Je savais que la première année, il fallait faire des autopsies sur des cadavres, etc. Et alors, j'étais la panique parce qu'à 14 ans en Roumanie, on a un concours d'entrée au lycée. Et du coup, je me suis dit, à quoi je m'éclate? Et il faut le faire vite, à moins de 3 mois, faire un choix. Et donc, je suis allée en maths informatique parce que c'était le truc où je m'éclatais. Après, par contre, mes pires notes, c'était en maths. Donc, j'ai toujours, jusqu'à la fin du lycée, c'était vraiment maths. Personne ne comprenait que je veux faire maths. Ils me disaient, mais c'était tes pires notes, je ne peux pas aller en maths. Mais moi, je me suis dit, non, c'est là que je m'éclate. Je veux enseigner les maths ou l'informatique. Et donc, j'ai passé le concours. Je l'ai pris très haut du classement, etc. Et à partir de là, j'ai un peu décidé que je ne pouvais pas enseigner au lycée parce que j'ai l'impression qu'on faisait la police. Donc, j'ai fait une thèse pour pouvoir enseigner au-delà du lycée. Et en fait, à partir de là, je suis tombée dans la recherche. Et là, on s'éclate très, très fort. Par contre, maintenant, je prends du plaisir. Une fois que j'ai eu mes enfants, je m'éclate à faire des choses avec les enfants. En fait, je ne savais pas parler à des enfants. C'est pour ça, j'étais mal à l'aise, tout simplement. D'accord. Donc aujourd'hui, la transmission de cette curiosité pour la recherche et pour la science, c'est quelque chose qui te tient à cœur? Ah, clairement. C'est un peu. En fait, à l'époque, je pense quand j'ai l'impression qu'on faisait la police, parce que j'étais mal à l'aise, je ne savais pas comment discuter avec des enfants, tout simplement. Et c'est mes enfants qui m'ont appris ça. C'est très étrange. Hein. Chacun apprend des choses de ses enfants. Moi, j'ai appris ça. D'accord. Corinne, quel est ton parcours à toi?
Alors, moi, il est assez similaire et différent hein, de mes collègues, c'est-à-dire que, comme je dis, moi, ce qui m'intéressait quand j'étais petite, c'était tout ce qui était raisonnement, donc à la limite, les petits casse-têtes, les petits machins. Le résultat n'était pas très important, mais c'était le raisonnement. Donc, moi, alors pour le coup, les matières scientifiques, la biologie, c'était pas mon truc, parce qu'il fallait observer, savoir dessiner, faire ça. L'histoire, c'était pas mon truc, il faut mémoriser. La médecine, ça aurait pas été mon truc non plus, parce que ça fait beaucoup appel à des capacités de mémorisation. Par contre, j'étais bonne en français, enfin, oui, à l'épreuve de français et l'épreuve de maths, c'est là où j'ai eu mes meilleures notes, en fait, au bac, d'ailleurs. Et pour moi, c'était pas du tout antinomique, parce que dans les deux cas, on fait un raisonnement, on monte des idées, que ce soit thèse, antithèse, synthèse, on organise les choses et on amène à une conclusion, quoi. Et du coup, après, moi, quand je suis partie pour faire des études supérieures, je voulais faire... moi, mon truc, c'était les maths. Je voulais faire des maths pour la beauté des maths. Mais vraiment, juste pour ça. Ça n'avait rien d'utile. Mais mes parents m'ont quand même dit qu'il fallait que je prépare un métier. Donc, j'ai fait une maths B, école d'ingénieur. Et en même temps, j'ai fait par correspondance, je me suis inscrite à la fac en maths, parce que c'était mon truc. Et donc, j'ai passé, effectivement, alors à l'époque, ça s'appelait licence, maîtrise. Maintenant, ça a disparu. La maîtrise, c'était la première année du master. Mais voilà, donc du coup, donc il y a des échelons intermédiaires qui ont disparu, même si les études sont restées les mêmes. Mais voilà, donc j'ai fait mes deux études, mes deux parcours en parallèle, en cachant, évidemment en école d'ingénieur, j'étais obligée de cacher le fait que je faisais des études de maths parce que mon directeur m'avait dit que ça serait pas bien, qu'il fallait rater les deux études. Donc maintenant, il y a prescription. Je peux lui dire que la fois où j'étais censée être malade, c'est parce que je passais les examens à la fac. Voilà. C'est vraiment l'interview vérité, là. Il y a prescription, c'est bon, je pense qu'il m'enlèvera Oui, plus c'est mon bon. diplôme. Et puis après, je suis partie en Californie en tant qu'ingénieure. Et puis, je me suis dit que c'était sympa, la Silicon Valley, c'était super, on développait des trucs, je me suis éclatée. Mais qu'en même temps, quand même, moi, je voulais revenir à un aspect fondamental des choses. Et ça, c'était la porte d'entrée vers la recherche, quoi. Donc, je suis revenue en France, j'ai fait mon doctorat. Et puis après, je suis rentrée à l'université. Et me voici. D'accord. Alors, en France, on a un problème, en fait, de lisibilité de l'ensemble des métiers qui tournent autour du numérique, de la tech, des sciences. Moi, je me rappelle avoir fait 3 jours de salon de l'orientation et finalement, quand j'interviewais des filles pour leur demander, mais finalement, qu'est-ce que vous connaissez comme métier du numérique? La seule réponse que j'ai pu avoir, c'était informaticien, au masculin, je précise, sans même savoir ce qu'il y a derrière. Donc, j'ai envie de vous demander, à vous, en quoi consiste votre métier? Qu'est-ce que c'est le transfert? Qu'est-ce que c'est la médiation? Qu'est-ce que c'est la recherche? Et qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat issu de la recherche? Alors, qui veut se lancer en premier? Liliana? Je démarre. Du coup, je vais fixer un peu le cadre de mon travail. Je travaille sur les systèmes embarqués. Ça veut dire que je parie que depuis ce matin, vous avez touché au moins un. Ça peut être un téléphone portable, une voiture. Je ne sais pas, peut-être pas monter dans un avion en ce moment parce que il n'y a pas beaucoup d'avions qui circulent. Mais tous ces systèmes derrière, ils ont ce qu'on appelle les algorithmes. Chaque fois que vous appuyez sur le frein, la voiture décode ce que vous êtes en train de faire et il va essayer de s'adapter son comportement en utilisant donc son système informatique qui est à l'intérieur. Dans mon travail à moi, je touche quasiment pas un ordinateur, en dehors d'envoyer des emails, lire les infos ou des choses comme ça. Du coup, les gens, quand ils vous disent « Ah ben, tu fais quoi? Je travaille en informatique. Ah, tu peux m'aider avec mon ordi ?» Ah, j'ai aucune idée. Hein. C'est pas du tout... Donc, moi, je suis plutôt dans les petits ordinateurs qui sont à l'intérieur des voitures et ils ont des logiques très simples, mais pour lesquels on doit assurer que tout va bien. Du coup, mon travail aujourd'hui, quand je suis plutôt responsable d'équipe, c'est que je passe mon temps et comprendre ce qui va se passer dans 15 ans dans le domaine. Je formule des sujets qui permettent d'attirer des jeunes pour travailler dessus. Je cherche le financement aussi pour pouvoir financer les travaux de ces gens-là. Et parfois, je croise des amis, un peu moins dans les comptes actuellement, mais je croise des amis avec lesquels on partage les mêmes problèmes ouverts. C'est-à-dire que ça fait 50 ans, on sait qu'il y a un problème ouvert chez nous et on veut tous le résoudre. Et on se cache les dents et régulièrement, on se remet dessus. Et ça, c'est un peu mon éclatement à moi, parce qu'en fait, c'est un métier dans lequel on s'éclate. Donc ça, c'est un peu ce que je fais tous les jours, on va dire, dans la recherche, dans le côté recherche.
Après, tu n'as pas que le côté recherche, tu es une femme entrepreneuse aussi. Oui, ça c'est l'autre aspect, mais je vais finir 1 minute 30. Mais non, C'est pas grave. Donc, dans la partie entrepreneuriat, et ça, c'est quelque chose dont je suis particulièrement fière. Ça veut dire que vous prenez un résultat de votre recherche. Là, c'est une recherche qu'on a démarrée entre 2005 et 2009, qui nous a été proposée par des ingénieurs d'Airbus qui nous expliquaient qu'ils pensent que dans 20 ans, on va avoir un souci sur ces sujets-là. Et donc, on a commencé à travailler sur notre sujet. Ça veut dire qu'en gros, vous vous assurez qu'il y a toujours le temps pour faire ce qu'on a à faire. C'est un peu comme si vous engagez vous, en tant que personne, aller à 3 endroits le même temps, c'est impossible. C'est la même chose avec un ordinateur de bord. Il faut qu'il puisse traiter un programme à la fois et bien s'assurer que cela se fait bien. Et du coup, on a travaillé avec ces ingénieurs à l'époque. L'idée est devenue mûre. On a eu un prototype académique. Donc, c'est un logiciel dans lequel on fait rentrer des données depuis ce qui se passe pendant un vol, un trajet de voiture, et on aide la voiture à prendre les bonnes décisions. Et aujourd'hui, cette solution, les industriels veulent bien l'utiliser, mais on ne peut pas l'utiliser comme ça parce qu'il y a une responsabilité derrière juridique. Il faut se dire en cas d'accident, qui est le responsable, qui est le coupable. INRIA n'a pas vocation à vendre des logiciels au niveau industriel. Et alors, nous avons créé la start-up à la demande des industriels afin qu'ils puissent utiliser ce logiciel, mais avec un niveau d'assurance, sécurité, robustesse industrielle. Donc ça, c'est la partie qu'on fait aujourd'hui. J'accompagne justement cette robustesse, rendre ce logiciel infaillible. D'accord, merci. Alors justement, je vais peut-être demander à Élise la même chose, puisque là, ça fera un lien pour arriver jusqu'à Sophie, puisque tu as aussi une activité de transfert. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, voilà, ton métier, qu'est-ce que tu fais au quotidien, qu'est-ce que c'est que cette activité? Ouais, alors moi, mon métier, c'est d'être le lien entre les chercheurs d'INRIA, du coup, puisque je suis à INRIA, sachant qu'il existe des gens qui font le même métier que moi dans d'autres instituts et dans tous les labos de recherche en France. Et donc, notre rôle, les gens qui font du transfert, c'est d'être au contact des chercheurs, de voir les technos qui sont issus des équipes de recherche. Alors, comme le disait Corinne, dans les équipes de recherche, il y a aussi des travaux qui sont des travaux de recherche fondamentale et qui n'ont pas forcément matière à être appliqués tout de suite maintenant dans le monde industriel ou dans la société. Mais il y en a aussi qui sont appliqués, plus proches de l'utilisation par des entreprises. Et donc, moi, mon rôle, c'est de détecter ces technos-là, de faire le lien avec les entreprises, de faire le lien avec aussi d'autres instances qui ne sont pas forcément des entreprises. Ça peut être, je ne sais pas moi, des associations, ou je sais pas, des écoles, l'éducation, etc. Parce qu'il n'y a pas que des applications économiques et industrielles dans ce qu'on fait. Voilà, de créer ce lien, de négocier pour que ça passe de l'un à l'autre, de les faire se comprendre aussi, parce que des fois, il peut y avoir des difficultés de compréhension entre les deux mondes. Voilà, donc mon rôle, c'est d'être une intermédiaire. Et donc, ce qui est intéressant dans ce métier-là, c'est moi, ce qui m'embêtait quand je faisais juste, il n'y a pas d'aspect de connotation négative, hein, juste de la R&D, c'est d'être sur mon sujet tout le temps, le même. Et moi, ce que j'aime, c'est avoir une vision large de tout ce qui se passe dans les sciences. Comme je disais, je suis curieuse, donc j'aime bien aller voir plein de sujets différents. Et même si ça reste dans le numérique, à INRIA, il y a plein de sujets différents. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est justement de pouvoir naviguer dans tous ces sujets et puis comprendre ce qui se passe, discuter avec les chercheurs, discuter avec les industriels qui ont des problématiques et puis essayer de faire se rencontrer tout ça. D'accord, voilà. Donc finalement, tu es dans les relations humaines. Oui, tout à fait. Merci Élise. Et alors toi, Sophie, au niveau du Startup Studio, c'est quoi ton métier? Alors moi, j'ai 2 métiers en fait, en un. Et aucun des deux. J'ai l'impression que vous avez toutes 2 métiers en un. Oui, il y en a même plusieurs. Mais oui. Je vais dire 2 fonctions et aucune des 2 n'existait il y a 30 ans. Donc c'est peut-être intéressant de le raconter comme ça pour ceux qui nous écoutent.
Donc, ma première fonction, je vais comparer ça, je suis à la fois comme l'avocat qui travaille avec son sujet et comme le patron du cabinet d'avocats qui doit construire un cabinet. Et les deux sont intéressants. Donc, mon premier métier, c'est de permettre à une équipe qui a fini sa recherche, d'accord, donc Liliana et Corinne ont fini le boulot, et qui se dit maintenant, on sait que ça peut servir à des personnes. D'ailleurs, on a fait ça avec Liliana, on a eu ces discussions. J'aimerais bien créer une entreprise à partir de ça. Qu'est-ce que je fais? Par où je commence? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne? Comment tout ça se fait? Voilà. Et donc, moi, mon boulot, c'est d'être cet interlocuteur qui travaille, c'est une forme de management et plus de relations humaines que de technique, même si je dois vraiment comprendre la technique, parce que sinon, je ne suis pas crédible à ses yeux, parce qu'elle va se dire, si elle ne me comprend pas, on ne va rien pouvoir faire. Donc, mon boulot, voilà, c'est d'être cet interlocuteur avec qui construire le chemin qui va permettre d'amener au début de la création de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment mon métier d'expert, on va dire. Et mon métier, le deuxième métier, c'est de construire une entité qui développe qui développe cette expertise à grande échelle. Donc ça veut dire que comme c'est un métier nouveau, alors nouveau, il a une dizaine d'années, mais il y a 10 ans, on n'était vraiment pas nombreux à faire ça. Donc c'est un métier qui est en croissance parce que la société aujourd'hui considère ça comme intéressant, et alors qu'avant, ça n'existait pas, c'était marginal, et on se demandait pourquoi faire. Il faut construire quelque chose qui puisse répondre à la demande et qui permette à des personnes de se former, et qu'il y ait de plus en plus d'experts, que ces experts ils soient sur une méthodologie construite et similaire de l'un à l'autre, même si chacun est différent et chaque fois ce sont des rencontres humaines et des projets. Enfin, les projets sont toujours différents, donc les chemins sont différents. Pour autant, il y a quand même des méthodes, il y a quand même des repères importants dans ces cheminements. Voilà. Donc j'ai ce métier, j'ai la chance, comme j'insiste vraiment là-dessus, c'est que aucun de mes deux métiers n'existait il y a 30 ans. Et si on avait passé une annonce en disant cherche directeur de start-up studio et personne capable d'accompagner le démarrage de start-up dans la technologie numérique, il n'y aurait personne pour répondre. Et personne n'aurait même compris l'annonce. Voilà. Donc je pense que ça, c'est important parce que les métiers de la techno, ils ont ça de fabuleux. Et surtout en numérique, ils sont en train de transformer le monde. Et ils sont en train de changer tous les métiers et tout bouge tout le temps. Non, c'est un fil rouge qu'on retrouve de table ronde en table ronde. C'est vraiment ça. Ce sont des nouveaux métiers qu'on construit au fur et à mesure. Corinne, toi aussi, tu as plusieurs casquettes. Tu peux nous les raconter un peu plus en détail? Excuse-moi, c'est un petit peu... Alors, d'accord, je disais que toi aussi, tu avais plusieurs casquettes dans ton métier. Est-ce que tu peux nous en dire plus, nous l'expliquer un petit peu plus? Alors, donc ma première casquette, c'est que je suis chercheur. Alors, pour ça, je peux reboucler un peu sur ce qu'a dit Liliana tout à l'heure en parlant d'algorithmes. Donc, les algorithmes, on prend en entrée des données, des observations, enfin, le logiciel prend ça en entrée et en sortie, il donne une réponse qui correspond à un problème donné. Moi, mon problème, c'est qu'est-ce qui se passe si on a plusieurs algorithmes qui tournent en même temps, différents. Alors, en ce moment, en plus, c'est la période de l'Euro de football, que je suis avec attention, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Et voilà, dans une équipe de football, on a plein de joueurs avec différents postes. Et même s'ils jouent très bien chacun indépendamment, ça ne fait pas forcément une équipe. Et des fois, même, on pourrait rajouter un joueur, et ça serait pire que tout si le joueur il commence à faire quelque chose qui n'est pas du tout coordonné avec les autres. Donc voilà, c'est ces mécanismes en fait, de compétition, de coopération entre agents, ce qu'on appelle les agents rationnels, des agents qui prennent des décisions que moi j'étudie. Et voilà, donc ça s'applique dans plein de domaines, ce qu'on appelle les domaines multi-agents, donc c'est-à-dire par exemple dans les télécoms, puisque vous avez plusieurs téléphones qui vont utiliser le même canal radio, ça s'utilise dans tout ce qui est grande plateforme de calcul, et notamment aujourd'hui le cloud computing, le fameux cloud. Voilà, donc ça c'est pour ma casquette, voilà, ma casquette chercheur, quoi, les stratégies qu'on va mettre en avant dans les systèmes. Et puis j'ai une autre casquette à la médiation scientifique, c'est-à-dire que donc moi ce qui m'intéresse aussi, je pense d'ailleurs un peu comme toutes mes collègues, c'est vraiment le lien avec le reste de la société, avec la société. Donc chez moi ça ne s'exprime pas sous la forme de création de start-up, mais sur comment effectivement avoir une réflexion collective au sujet du numérique avec toute la société, quoi, pas seulement les chercheurs entre eux. Donc, pour avoir cette réflexion collective, c'est évidemment de la vulgarisation scientifique, de l'éducation, comment faire comprendre l'objet numérique au grand public.
Et puis, c'est aussi après, voilà, tout un tas de questions. Alors, d'ailleurs, Élise aussi est impliquée, par exemple, dans des objets, des créations artistiques qui visent à proposer des questions au public. Donc, je pense notamment à une pièce de théâtre autour d'un procès d'un robot, dans lequel, voilà, il y a un accident qui est causé par un robot, et du coup, qui a la responsabilité morale de cet accident? Est-ce que c'est le concepteur? Est-ce que c'est l'utilisateur? Est-ce que c'est la personne qui a commandé la machine, qui l'a installée, etc. Donc, toutes ces questions-là, en fait, je pense qu'on peut y répondre seulement si on a une compréhension quand même commune, sur un socle commun de ce que c'est que le numérique. Voilà. Merci beaucoup. Alors, nous sommes dans des métiers qui sont encore beaucoup des métiers considérés comme des métiers d'hommes, parce que nous sommes minoritaires dans ces métiers-là. Donc, j'ai envie de vous poser une question, c'est dans votre parcours, dans votre carrière, est-ce qu'à un moment donné, le fait d'être une femme a été un problème, un sujet? Est-ce que vous avez vécu des choses en tant que femme dans ce secteur? Qui est-ce qui se Je peux lance? commencer. Vas-y, Je peux Liliana. commencer. Donc, en fait, dans le parcours scientifique, on fait souvent, quand on a fini notre thèse, on part à un postdoctorat. Et souvent, c'est la période qu'on utilise pour visiter d'autres pays, à vrai dire, parce qu'après, on sait que ça va devenir beaucoup plus casanier. Et donc, moi, je me suis retrouvée dans un laboratoire où j'étais la première femme chercheuse qu'ils avaient dans tout le laboratoire. Quand on mangeait à midi, c'était chaque fois qu'on allait manger à midi, c'était le directeur du laboratoire, quand il mangeait avec nous, il payait le repas. Il payait le repas à tout le monde. Et je trouvais ça chouette. Je dis, tiens, c'est pas mal, il faudrait qu'il fasse un France dessus. Jusqu'un jour où il y a un des collègues qui fait une espèce de blague en disant, ce serait bien que Liliana vienne manger plus souvent avec nous. De cette manière, on va nous payer le repas chaque fois. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que le directeur du laboratoire était extrêmement mal à l'aise de laisser une femme payer son repas. Mais comme il ne pouvait pas payer qu'à moi, parce qu'après ça faisait étrange, je pense, il devait se dire, il payait à tout le monde à table. Et c'était, sur le coup, bon, je trouvais ça, je dis, bon, c'est vrai que c'est étrange. Mais après, c'était dans les réunions, le fait que moi, je devais toujours prouver. Si je disais, j'ai une intuition, you have to prove it. Il faut le prouver. Si mes collègues avaient n'importe quoi, le début d'une idée, c'était brillant. Voilà. Et c'était la première fois, ça m'était jamais arrivé ni en France ni en Roumanie, mais dans ce pays où j'ai fait mon postdoctorat, c'était la première fois où je me posais des questions sur... c'était très différent. En fait, tout était... ils ne savaient pas se comporter avec moi. Mais parce que j'étais la première femme chercheuse avec laquelle ils avaient affaire. Et j'ai compris ce qu'ils ont ressenti les femmes qui étaient de génération, on va dire, avant moi. Je n'étais pas très à l'aise. Comment j'ai transformé ça? J'ai commencé à leur expliquer régulièrement. En fait, au début, je n'osais pas dire parce que je me suis dit qu'il ne faut pas les vexer, il ne faut pas... à Rome, on vit comme les Romains, on va dire. Et après, ça a été le déclic. C'est à partir de là, je dis, mais en fait, non, si je ne leur dis pas, ils ont l'impression que tout se passe bien. Et j'ai commencé à expliquer les choses, etc. Et donc, c'est devenu un peu ma force. Et je pense que c'est là où j'ai le déclic sur tout ce qui est égalité des chances et parité. D'accord. Ça a été un obstacle dans l'évolution de ta carrière ou pas du tout? Ça le fait d'être une femme? Ça a été un obstacle à ce moment-là parce que je me suis questionnée énormément sur le fait si j'étais légitime à faire de la recherche ou pas. Et ça, c'est la première fois que ça m'arrivait. Et c'était vraiment, moi je viens d'un pays de l'Est, je peux vous expliquer, on a reçu une éducation unisexe. Au travail, on ne savait pas qu'on était une fille ou un garçon. Hein. C'était pareil à l'école pour tout le monde. Et c'est la première fois que je ressentais ça et je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire être légitime? Je fais juste mon travail et ça m'a coûté à peu près 1 an dans lequel j'étais dans le doute si je dois continuer à faire de la recherche ou pas. Et je l'ai ressenti sur le coup. Et dans notre, on va dire, nos parcours, les moments du doute, on les paye très cher par la suite parce qu'on prend de retard sur les avancements. Après, les gens se posent des questions en disant « Ah, mais elle n'est pas très dédiée à la recherche. »
ne trace pas directement sur les choses, etc. Ça, c'est un truc très, très restreint qu'en français aussi. Vous n'avez pas des doutes, vous foncez, il faut avoir tout fait, le parcours. Dès que vous dites, vous posez des questions, là, tout le monde dit « Ah non, mais ça veut dire que… » Quand en fait, c'est presque, on veut dire que les meilleures idées sont portées par des gens qui ont du culot. Et ça, c'est gênant parce qu'on prend du retard énormément dans la recherche aujourd'hui. Et je pense que ça, c'est quelque chose que d'une certaine manière, si je vais à refaire, je le ferai autrement. Voilà. Du coup, je considère ça un obstacle parce que j'ai failli quitter la recherche. Mais on peut le comprendre. Et alors, inversement, est-ce que le fait d'être une femme a été à un moment donné une force dans ta carrière? Oui, et ça, c'est par rapport à ma communauté. Je viens donc vous imaginez, on construit des avions, des bateaux, des véhicules, des fusées. Il y a énormément. Là, beaucoup de conférences quand j'étais étudiante, je me retrouvais, on était 100 personnes dans une salle, j'étais la seule femme, avec l'autre femme qui s'occupait des inscriptions, café et tout le reste. Non, mais voilà, ridicule. C'est vraiment, j'ai vraiment vécu ça. Parce qu'un jour, quelqu'un m'a dit, mais tu te sens pas mal à l'aise d'être la seule femme dans la pièce? Et je dis, tiens, quand tu me le dis maintenant, c'est vrai que je suis la seule femme, je n'avais pas remarqué. Mais en gros, c'est d'une certaine manière, au moment où j'ai convaincu des étudiantes en thèse à rester dans notre communauté, c'était beaucoup plus véridique quand ça venait de la part d'une femme, je trouve. Parce que quand les hommes, vous voyez un peu quand les hommes font une table ronde et débattent sur les malheurs des femmes, je suis désolée, c'est ridicule. On ne peut pas comprendre qu'on n'est pas dans les chaussures de quelqu'un d'autre, hein, franchement. Et je trouve que c'est une force aujourd'hui parce que comme on s'est retrouvés à plusieurs femmes de plusieurs domaines à vraiment parler aux filles, là c'est pas qu'on est légitime, mais on a beaucoup plus de force. Et maintenant, je suis fière parce que dans nos confs, nous sommes entre 25 et 35% de femmes dans la conf. Vous voyez, et du coup, vous augmentez vachement la diversité et pour moi, c'est vraiment une force aujourd'hui pour moi. Et je m'éclate, à vrai dire, aussi. Ben, bon, vous avez compris. Ça se sent en tout cas. Corinne, est-ce que tu peux nous parler alors aussi bien, voilà, est-ce qu'à un moment donné ça a été un obstacle? Est-ce qu'à un moment donné ça a été une force? Oui, je voulais rebondir justement sur ce qu'a dit Liliana tout à l'heure au début en parlant du changement de culture entre la Roumanie et la France. Moi, je l'ai vécu dans l'autre sens. C'est-à-dire que je suis née, j'ai grandi en France et puis après mes études, je suis partie au Japon. Et au Japon, ce qui est marrant, c'est que j'étais l'étrangère, en fait. J'étais juste une étrangère parce qu'il y avait très peu d'étrangers là où j'étais, évidemment. Mais j'étais une étrangère pas par mon nom ou par ma langue, c'était parce que je n'avais pas les codes culturels. Je ne réagissais pas comme un japonais ou une japonaise aurait réagi à ma place. Je réagissais de façon complètement décalée pour eux. Et du coup, bon, je suis restée 3 ans au Japon, c'était super et tout ça, mais à un moment, je me suis dit, bon, j'ai eu envie de retourner, entre guillemets, à la maison. Et quand je suis rentrée à la maison, je suis rentrée en France, j'ai commencé le boulot, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, je vais être comme un poisson dans l'eau, au milieu de… Et en fait, non, je me suis retrouvée de nouveau minoritaire, en fait, parce que j'étais une femme au milieu d'un monde masculin. Et donc, c'était assez curieux, parce que là, c'était vraiment la douche froide, en fait. Et en grandissant, en fait, je m'étais pas… en grandissant, je pense, comme toutes les femmes, j'ai subi des réflexions qui n'avaient pas lieu, qui n'auraient pas dû être dites. Mais enfin, quelque part, ça faisait partie de la normalité du truc. En partant au Japon, j'avais un peu oublié tout ça, puis quand je suis revenue, ça m'est revenu comme une gifle, vraiment. Hein. Et donc, j'ai eu le même, un peu le même… je me retrouve dans beaucoup de choses qu'a dit Liliana tout à l'heure, sur le moment de doute, en train de se dire, mais est-ce que j'ai vraiment ma place là? Est-ce que je suis vraiment légitime? Est-ce qu'il faut que je continue dans cette voie ou pas, quoi? Et puis, bon, bah, force est de constater que je suis encore là, donc… Et heureusement, on a plein de projets ensemble. Exactement, voilà, c'est ça. Et donc voilà, c'était assez… je me retrouve beaucoup dans ce que disait Liliana tout à l'heure. Et à quel moment ça a été, du coup, une force pour toi? Alors, j'ai aussi une autre particularité, en plus d'être une femme, c'est que je suis gauchère. Et donc, quand on est gaucher, on fait tout à l'envers. Donc, ça commence par les petites classes. Alors, maintenant, je crois qu'on n'a plus les stylos plumes. Mais alors, c'était une horreur. Ça, on effaçait tout ce qu'on venait d'écrire. Après, ça a été j'ai fait du modélisme. On avait toujours, vous savez, les trucs pour les outils, c'est toujours placé sur l'extrême droite de la table pour gagner de la place. Donc, moi, j'étais toujours assise au milieu du couloir.
c'était super chiant, c'était super pénible, pardon. Et donc, je faisais tout le temps tout à l'envers. Et finalement, j'ai appris aussi que voilà, on peut faire les choses différemment. Parce que pour un tas de raisons, en fait, on n'est jamais comme le moule. Mais en fait, c'est pas grave. En fait, c'est justement avec ce regard décalé qu'on apporte des choses, et en particulier dans les métiers de l'innovation où il faut sortir des sentiers battus, quoi. Il faut faire le chercheur, c'est celui qui fait pour la première fois quelque chose. C'est pas celui qui refait non, c'est celui qui a une idée différente de celle des autres. Et donc ça, justement, le fait d'être différent, pour le coup, ça a été une force. D'accord. C'est joliment dit. Allez, les gauchers. Élise, Sophie, qui est-ce qui se lance? Donc, un obstacle et une force. Ouais, alors je vais prendre la suite. Je rebondis un petit peu sur ce qu'ont dit mes deux prédécesseuses, parce que ça résonne aussi en moi. Je ne sais pas si on peut mettre un moment où il y a particulièrement un obstacle. Enfin, voilà, c'est plus tout au long de la vie. C'est pas forcément quelque chose d'énorme, c'est juste que voilà, on est confronté régulièrement à des choses qui nous font douter. Je pense que ça, c'est un mot-clé, parce que ça ressort des deux témoignages d'avant sur la légitimité, en fait. Ça, c'est quelque chose qu'on nous fait sentir, en tout cas moi, que j'ai ressenti en tant que femme tôt, alors pas forcément au lycée, mais je me souviens de la prépa où j'ai entendu il y a beaucoup trop de filles dans cette classe, on était deux, et je me souviens d'un examen où la prof me dit t'es une fille, il faut que tu prouves 10 fois plus qu'un garçon que tu peux le faire, quoi. Donc ça m'est resté, c'est vraiment la sensation que j'ai et qui existe encore maintenant, c'est-à-dire que quand on dit quelque chose ou quand on va rencontrer quelqu'un, avant qu'on nous juge au niveau de la discussion, il faut qu'on le prouve, ce qui n'est pas forcément le cas des hommes. Alors, quand moi, je faisais plutôt de la R&D, j'avais un petit peu moins cette sensation, aussi parce que dans le milieu dans lequel j'étais, qui combinait médecine et informatique, il y avait un petit peu plus de femmes que dans d'autres secteurs de recherche, vraiment informatique, où il y a beaucoup d'hommes. Donc déjà, c'était un petit peu plus installé, il y avait des femmes qui avaient fait le boulot avant moi. Donc ça allait. Et à partir du moment en fait, où je suis allée dans le transfert, rapidement, on n'est plus considéré comme des scientifiques, même si on l'est de formation et qu'on a du bagage. Et du coup, dès que j'allais discuter avec des chercheurs hommes, notamment, il y avait toujours un petit moment de flottement dans les 15 premières minutes qui était est-ce qu'elle est capable de comprendre ce que je raconte, et voilà. Et ce que mes collègues hommes n'avaient pas, hein, eux, ça démarrait tout de suite, pouf. Ils estimaient que c'était des hommes, donc ils pouvaient comprendre. Moi, il fallait que je prouve donc il fallait que je sorte tout mon pédigré avant qu'ils veulent bien me parler. Voilà. Donc c'est un petit peu ça, c'est-à-dire on a toujours cette question de la légitimité sur laquelle on est obligé toujours de se justifier. Moi, c'est ce que je ressens. Donc c'est pas quelque chose de vraiment, voilà, où on nous ferme toutes les portes, c'est juste qu'on doit bosser plus pour montrer qu'on est là, quoi. C'est ça pour moi le principal obstacle. Après, il y a toujours des obstacles. On a beau dire qu'il y a des lois, etc. Mais bon, moi, typiquement, quand j'ai eu mon premier enfant, on me l'a bien fait sentir aussi. Ça, c'est des choses qui, malgré tout, existent encore maintenant. C'est bien dommage, hein. Et encore une fois, c'est toujours derrière. C'est après, okay, tu dois prouver quand même que tu es capable de faire les choses, même si tu es une femme, quoi. Donc, c'est ça pour moi le principal obstacle, et qui est quelque chose qui est, je sais pas, qui est latent, quoi, qui est partout. Ouais. C'est pas forcément conscient en plus de la part des interlocuteurs. Ouais. Non, tu as raison. Et à quel moment ça a pu être une force, tout ça? Alors, ouais, je rejoins un petit peu ce que dit Corinne, c'est-à-dire que finalement, le fait de ne pas être dans la norme, dans l'endroit où on est, dans l'endroit où on travaille, ça fait que, voilà, on fait les choses différemment, et finalement, on a un côté, ça stimule en fait le côté créatif, le fait d'être persévérant. Alors pareil, je ne sais pas si c'est un trait de caractère de base, ou est-ce que c'est parce que je suis une femme, je ne saurais pas dire, hein, toutes les femmes ne doivent pas être
persévérante. Voilà, il y en a d'autres qualités. Alors, est-ce que c'est. Bon, voilà, je ne sais pas départager écoute, ce que ce je qui est peux te dire personnel ou ce qui est. Voilà. Mais par en tout rapport à cas, la persévérance, c'est un mot qui revient souvent dans les tables voilà. rondes. Donc, Voilà. persévérance, faire les choses Continuer. autrement, penser différemment, finalement, fait qu'on explore d'autres voies. Et puis, un petit peu de résilience aussi, forcément. Voilà. Et donc, c'est ça. Après, je pense que chaque femme qui est là, et puis toutes celles qui peuvent témoigner dans une table ronde comme ça, ont aussi. Voilà, c'est des gens qui vont, quoi, qui croient à ce qu'elles font et ça les pousse, et même s'il y a des obstacles, quoi. Voilà. Merci Élise. Et toi Sophie, est-ce que tu peux nous faire le jeu là, de voilà, obstacle, force Ouais, c'est passionnant de vous écouter et je crois que j'aurais pu prononcer tous les mots que vous avez utilisés, j'exagère à peine. Voilà, j'aurais dit ça. Et alors, en complément, donc je plus sois à tout ce qui a été dit, en complément, je pense que la difficulté la plus grande, c'est qu'on a fini par intérioriser ce sentiment. Oui. C'est non seulement le monde te l'envoie, mais en plus, toi, au fond de toi, il y a comme un doute que finalement c'est sûrement vrai. Et donc la première des bagarres, c'est se battre contre ce sentiment qu'on a en soi, qui est celui de sa légitimité, du fait qu'en étant une fille, c'est pas tout à fait pareil. Est-ce que vraiment on est aussi intelligente, aussi compétente et vraiment à sa place? Et comme on est en combat avec ce propre sentiment intérieur et qu'en plus l'environnement le renvoie, eh ben ça demande une force mentale et de constamment aller puiser à la source et s'interroger soi-même, avoir l'honnêteté de se regarder comme ça, de se poser la question, de la poser avec des tiers et d'y répondre. Et ça, c'est un combat permanent avec soi-même. Et c'est ce combat avec soi-même, bon, il permet après de mener le combat avec le monde extérieur. Il y a aussi une autre chose qui moi, m'a profondément marquée, c'est qu'au fond, vivre dans un monde où il y a essentiellement des hommes, eh ben, c'est être, comme tu disais tout à l'heure, Corinne, dans un Lost in Translation. Tu es dans un autre univers. C'est un univers qui a d'autres codes. Oui. À la récré, à l'école, en prépa, ils ne parlent pas de la même chose, ils sont intéressés par d'autres choses, les codes sociaux, la manière de communiquer, la façon d'être en groupe, d'être amis, tout ça, c'est très particulier. Et moi, je n'étais pas bien là-dedans. Et j'avais pas envie de renoncer au fait d'être une femme, j'avais pas envie de renoncer à ce que j'aimais. Alors, il y a des tas d'hommes qui aiment ce que j'aimais, mais moi, quand j'étais en prépa, la nuit, je lisais Proust, j'allais étudier l'histoire de l'art à côté. Quand j'étais en école d'ingénieur, j'ai créé une association avec des profs d'histoire de l'art. Enfin, j'étais complètement à côté, mais c'était vital. Parce que dans ces univers, il y a un code de fonctionnement qui est centré sur la matière, les maths, la physique, etc. Et à côté, et les hommes, eux, bon, il y a le sport, il y a des choses qui font qu'ils se retrouvent dans de la musique quand même, mais il n'y avait pas cette... Voilà. Alors maintenant, ça a changé, il y a plein de choses dans les écoles, hein, je ne dis pas que c'est resté comme ça, mais pour autant, la difficulté, c'est de pouvoir vivre une culture plus large, de choses différentes, avoir une sensibilité qui peut s'exprimer. Et une sensibilité qui s'exprime, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Liana, c'est j'ai une intuition, je pense que, j'ai un doute. Et c'est justement là, en général, où il y a le truc intéressant qu'il faut aller gratter. Mais quand en face, il y a un homme qui dit « mais enfin, voyons », qui dit « voilà, bon, ben voilà, c'est balayé et les autres, ils n'écoutent pas ». C'est aussi quand on dit « tiens, il y a un truc, cette idée, hop, personne n'écoute, une voix de femme, ça porte pas ». Puis il y a un homme qui reprend l'idée, hop, tout le monde la lui attribue et la trouve super intéressante. Ah, c'est insupportable. Et puis, mais non, mais c'est insupportable. Après, on arrive à en jouer. Et à la fin, le dernier truc, alors je passe sur le côté, on vous prend pour l'hôtesse régulièrement. Et évidemment, en plus, si vous êtes mignonne ce jour-là, alors c'est la fin de tout, parce que on vous met dans une catégorie qui disqualifie tout le reste. Bon. Mais le truc qui est la force, en revanche, d'être une femme, c'est bon, d'abord déjà d'avoir mené cette lutte, parce que c'est un enrichissement. Donc c'est aussi quelque chose qui ouvre plein d'horizons pour soi. Et c'est aussi le fait, et ça c'est plus particulièrement dans la tech, en tout cas moi mon parcours n'a pas été que dans la tech, j'ai fait beaucoup de management, j'étais vers beaucoup de gens, même si j'ai une culture tech forte et que je suis... Voilà. C'est qu'en fait je suis à l'aise avec mes émotions, enfin si tant est qu'on puisse l'être, mais en tout cas cette dimension de la vie est quelque chose, est une richesse pour moi et quelque chose qui ne me met pas en danger dans ma vie professionnelle. J'ai eu quelques combats à mener, moments douloureux comme tout le monde, hein, mais au quotidien. Et donc, je pense que c'est un univers où les hommes se sont construits en se faisant l'économie d'aller sur cette sphère, parce que la formation en France, elle est extrêmement intellectuelle et très peu relationnelle. Et donc,
finalement, être capable de vivre cette dimension relationnelle, ben, ça devient un atout. Mais il faut le conquérir. Ça demande énormément de travail, d'investissement. Extrêmement intéressant parce que c'est explorer la relation humaine, hein, donc c'est passionnant, mais il faut le faire si on le veut aller chercher. Ouais. Alors, on a une particularité toutes les quatre, c'est qu'on aurait très bien pu aller exercer nos métiers dans le privé, dans des grands groupes, ce qui aurait été peut-être plus avantageux au niveau salaire. Mais on a toutes les 5 choisi le secteur public et en plus, toutes les 5, INRIA. Alors, pourquoi le secteur public? Pourquoi, en fait, qu'est-ce qu'il vous permet? Pourquoi ce choix? Et puis aussi, pourquoi le choix d'INRIA? Alors, qui est-ce qui veut se lancer sur cette question? Alors, Liliana, si c'est toi qui commences, tu auras en plus la question de qu'est-ce qui est fait à INRIA pour que les choses évoluent de femmes. Alors, je vais négocier 2 minutes. Alors. Tu les as. Même 3 si tu veux. Comme je disais, je viens dans un domaine où c'est extrêmement important que le système fonctionne correctement parce que sinon, vous pouvez avoir des pertes humaines. C'est-à-dire qu'une voiture écrase un piéton, un avion se crache, etc. Ce qui m'a, en étant étudiante, ce que j'avais remarqué, c'était que les gens qui travaillaient dans le public étaient beaucoup plus à l'aise à parler des choses qui ne vont pas et demander la transparence des résultats, de tout ce qui est proposé, du pouvoir le prouver, du pouvoir justifier jusqu'au bout. Et j'avais assisté à plusieurs reprises dans des projets collaboratifs où mon directeur de thèse qui intervenait entre des industriels qui se jetaient à la figure parfois des arguments qui n'étaient pas forcément, transparents. Vous ne pouvez pas vraiment comprendre ce qui se cachait derrière. Et du coup, j'avais bien aimé ce rôle d'arbitre. C'est-à-dire que finalement, être fonctionnaire chez INRIA, pour moi, être dans le service public, ça veut dire aussi assurer la transparence et surtout assurer l'accessibilité à tout le monde à ces résultats. Pouvoir faire avancer la société le même temps. Et c'est ça que je suis venue chercher dans la fonction publique. Après, j'ai eu droit à des blagues sur le sexisme fonctionnaire. Ça, je pense que tout le monde a eu ça, que ce soit femme ou homme. Mais pour moi, c'était surtout cette neutralité, cette transparence, et rendre transparent tout ce que nous faisons. Et ça, c'était une grande qualité qu'INRIA pouvait m'assurer par rapport à mon domaine. Après, je suis venue à l'INRIA parce que c'est dans ce domaine, INRIA est quand même une très, très grande histoire. Il y a un Gérard Derry, il y a un Paul Caspi, il y a toute une histoire, vous ne savez pas, mais les avions qui circulent, et ils ont beaucoup de technologie INRIA dedans aujourd'hui. Et du coup, mon rêve, c'est d'avoir la même chose dans 20 ans. Il y a dedans INRIA Inside, quoi. Vous voyez le truc. Donc, c'est pareil. Après, aujourd'hui, la raison principale pour laquelle j'ai décidé quand même à la fin de venir chez INRIA, c'est aussi l'absence d'égalité de chance. Je sais que ça va vous choquer, mais quand j'étais il y a 20 ans étudiante en thèse, j'étais étrangère, j'étais un peu comme Corinne au Japon. C'est-à-dire qu'on me demandait une attestation de carte vitale, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. On me demandait de parler bien français parce qu'on ne me comprenait pas. Moi, j'ai utilisé l'infinitif partout et j'ai fait du... Et parfois, on me disait carrément rentre chez toi. Parce que c'était assez violent. Et je trouvais qu'il y avait des gens très brillants d'origine étrangère qui n'arrivaient pas au bout de leur... Ils faisaient leur thèse en France et après, par la suite, on les perdait. Parce qu'on mettait tous les obstacles possibles pour qu'ils ne restent pas dans la recherche française. Et ça, c'était pour moi quelque chose d'étonnant. Et c'était une des choses pour laquelle aussi je suis revenue à l'INRIA, avec ce sentiment qu'il faut travailler sur l'égalité des chances. Après, j'ai découvert un travail sur l'égalité des chances, qui est un problème de parité, et du sexisme bas niveau, des blagues, des choses que... À un moment donné, on osait, depuis c'est interdit, il y a quelqu'un qui avait dit à la radio il n'y a pas longtemps, depuis c'est interdit, on entend beaucoup de conneries. C'est un peu de certaine manière, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui chez INRIA, c'est justement cette transparence, mais autant cher à mon domaine, aussi que dans l'égalité des chances, c'est que nous avons rendu l'évaluation scientifique transparente. C'est-à-dire que vous savez très bien, si vous vous battez pour produire votre recherche, INRIA vous donne toutes les chances pour que vous meniez
à bien votre recherche, quelle que soit votre situation familiale, quels sont vos choix, quels que soient vos choix personnels, etc. dans votre vie. Et ça, c'est une énorme réussite et c'est une réussite collective. Donc, il ne faut pas comprendre qu'il y a un comité qui est derrière. C'est plein de gens qui jouent le jeu, qui donnent beaucoup de leur temps dans les jurys scientifiques de l'INRIA, qui lisent des dossiers entiers dès qu'il y a un profil atypique. Donc là, il n'y a pas que les femmes, toute personne qui... on a un encadré dans les dossiers de concours au tout début chez INRIA où on marque toute interruption de carrière ou tout fait de sa vie professionnelle qu'on pense qu'il peut être un obstacle ou retarder sauf la production des résultats scientifiques. Et cette transparence aujourd'hui, et pouvoir dire dans un jury, cette personne il était un congé de paternité, de congé de maternité, a eu un accident de la vie de telle période à telle période, il ne faut pas évaluer cette période, ça c'est énorme. Parce que, je vous expliquais, il y a 15 ans, quand on disait ça dans un jury, on nous expliquait qu'il n'y a que les moines qui dédient toute leur vie à la recherche et qui n'ont jamais eu d'erreur de parcours, qui peuvent faire la recherche chez INRIA ou CNRS, etc. Et ce qui est important, c'est que finalement, si le futur Turing est quelqu'un qui a un choix personnel qui n'est pas le même que la majorité, moi je veux que la recherche, que cette personne appuie sur sa recherche pour pouvoir avancer. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est devenu très, très important. Et c'est la transparence, en fait, voilà. C'est la transparence aujourd'hui qui chez INRIA, ça fait avancer énormément avec une féminisation importante, mais aussi des parcours très différents des gens qui sont aujourd'hui chez INRIA. Merci Liliana. Qu'est-ce que vous répondez, Corinne, Élise, Sophie, à cette question? Pourquoi le public? Pourquoi INRIA? Qui est-ce qui se lance? Élise, tu veux? Ouais, je peux répondre. C'est dur de passer après Liliana. Oui, alors moi, comme je vous l'ai dit, j'ai alterné, en fait, j'ai passé mon temps à alterner entre privé et public. Et puis, en fait, ce qui m'a amené à INRIA, c'est plus une opportunité, en fait, que réellement le public, etc. C'est que, comme je vous l'ai dit, moi, ce qui m'intéressait, c'est de pouvoir parler avec plein de gens sur plein de sujets. Le métier du transfert, c'est la raison pour laquelle je le fais. Où est-ce qu'on peut le faire, ce métier? Dans un institut de recherche publique. Donc, INRIA, pourquoi INRIA? D'abord parce qu'il y en a un à Grenoble, donc ça c'était une chance, et qu'effectivement, c'est surtout quand on a fait une école d'ingénieur en informatique, INRIA, on en entend parler tout le temps, donc c'est quelque chose qui a un prestige quand même assez important. Donc la vraie question, c'est pas pourquoi j'y suis allée, mais pourquoi j'y suis restée en fait. Très bonne question. Voilà, parce que j'ai été contractuelle, je suis passée fonctionnaire, mais bon, j'étais pas obligée de passer fonctionnaire. En fait, moi, ce qui me plaît à INRIA, c'est justement, alors ça va rejoindre un petit peu ce que disait Liliana, mais c'est une certaine liberté en fait d'explorer les choses. On a une mission surtout la mienne, le fiche de poste est, bref, elle fait 3 pages, elle est extrêmement large, finalement, on pioche ce qu'on veut dedans. Mais même en dehors de cette fiche de mission, on a la possibilité d'avoir des initiatives, de toucher à des choses qui sont un peu différentes. Par exemple, moi, je fais beaucoup de médiation, alors que ce n'est pas du tout dans ma mission initiale, quoi. On peut lancer des initiatives, on peut faire des choses différentes, on peut choisir de s'investir dans des causes ou dans des sujets particuliers. Donc, il y a le sujet de la parité, il y a des sujets autour de l'impact environnemental, des sciences, etc. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont possibles, et je pense parce que c'est un institut public, et donc il ouvre des portes, en fait. Voilà. Donc, c'est pour ça que je suis restée à INRIA. Merci, Élise. Corinne, tu peux nous expliquer toi aussi pourquoi tu y es entrée, pourquoi tu y es toujours? Oui, alors c'est vrai qu'on trouve des chercheurs dans la fonction publique, mais il y a aussi des chercheurs dans des laboratoires privés. Hein, donc la plupart des grandes sociétés ont une branche recherche et développement. La différence pour moi, c'est effectivement cette liberté des choix des thèmes. Quand on travaille dans la recherche publique, on peut déjà choisir ces sujets parce qu'ils sont intéressants et non pas parce qu'ils sont
parce qu'il y a, et non pas parce que c'est l'entreprise qui nous les demande, parce qu'ils sont critiques pour l'entreprise à un moment donné. Et donc, on peut garder des sujets qui sont stimulants intellectuellement en permanence. Et par contre, ce qui ne nous empêche pas, effectivement, et là on le voit avec Élise, avec Sophie, que voilà, le jour où on a une idée qui s'applique à un moment, qui est intéressante à un moment donné pour une entreprise ou pour la société, ben, voilà, on peut faire ce pont vers le privé, vers le développement, vers le concret, quoi. Mais on a sans arrêt cette liberté d'aller et venir. Et moi, bon, bah, vous l'avez compris, j'aime la recherche fondamentale. Donc, j'aime la recherche, pour la la connaissance, pour la compréhension du monde de demain. Et même si ça ne va pas servir pour améliorer le monde d'aujourd'hui, peut-être de demain ou peut-être plutôt d'après-demain, ce qui est beau dans la science, c'est qu'il y a quelque chose d'intemporel, quoi. Je ne sais pas moi, le théorème de Pythagore, il sera encore vrai dans 2000 ans. et donc, la technologie aura changé, mais la science, elle, les avancées de la science, elles seront toujours d'actualité, quoi. Toujours là. Merci Corinne. Sophie? Je me reconnais aussi dans toute la façon, même si mon métier est différent, dans les démarches et dans le sens des choses. Moi, je n'ai pas rejoint ce secteur public. J'ai rejoint un endroit où il y avait des talents, des gens enthousiastes, talentueux et à qui on donnait une chance d'en faire quelque chose. Et c'est un peu dur de dire ça comme ça, mais il n'y a pas tellement d'endroits où on donne autant de chance à des gens d'aller explorer ce dont ils ont envie, sachant qu'ils sont porteurs de beaucoup de choses, ils ignorent beaucoup d'autres choses, mais qu'avec un peu de temps, avec un peu d'argent, eh ben, on peut tenter de voir ce que ça donne. Et donc, je suis arrivée il y a 15 ans dans le périmètre INRIA, et comme Élise, je ne suis pas repartie, alors que dans ma carrière professionnelle, j'ai beaucoup bougé avant, parce que justement, ça conjugue le talent, l'engagement, la liberté d'être, la liberté de penser. On n'est pas corporate, on est comme on est, et ça, c'est tellement bon. On ne fait pas n'importe quoi, hein. Il y a des codes, il y a des règles, c'est pas bisounours comme univers, mais on a cette liberté d'être, et ça, c'est fondamental, et le respect de l'autre, c'est fondamental. Et surtout, et c'est là où ça connecte la notion de public, j'avais envie de mettre mon savoir-faire encore en train d'être élaboré, pour des petites boîtes, je le savais pour des grandes, mais j'avais été en train de transposer ça. Je voulais le mettre au service du pays dans lequel je suis et puis suivre mes enfants de demain. Et moi, le truc qui me portait le plus dans cette dimension-là, c'est que je voulais que mes enfants vivent demain dans ce beau pays avec un avenir à la hauteur des espoirs que j'ai pour eux intellectuellement et en capacité de développement de leur vie. Et je me dis qu'il faut aller se battre pour ça, parce que c'est pas gagné, on est quand même dans une compétition mondiale. Et si on veut pouvoir avoir des bonnes écoles, des beaux jobs, être capable d'avoir comme Corinne, des gens qui ont le loisir de travailler pour la beauté de la science, parce que ça leur plaît, ou d'autres qui ont envie de développer du tourisme, peu importe, pour qu'on puisse tout avoir dans le confort de vie qu'on a jusqu'à présent, eh bien, il faut que les talents restent et développent, et créent et aillent de l'avant. Et ça, c'est pour ça que je suis là. Et c'est génial. On a vraiment, Alors moi, je me vraiment retrouve beaucoup de chance. complètement dans ce que vous dites, puisque j'ai commencé dans les technologies il y a 25 ans à INRIA, en Lorraine, et je les ai rejoints. J'ai rejoint INRIA il y a 1 mois et demi, et je pense pour les mêmes raisons que vous. C'est cette combinaison entre l'excellence, l'ambition, l'impact sociétal et la liberté qu'on peut avoir. Et je pense maintenant, franchement, enfin moi je l'ai senti au travers des 2 personnes qui m'ont quand même intégrée et facilité l'entrée à INRIA, donc le PDG Bruno Sportis, Gérard Giraudon qui s'occupe d'éducation et numérique et qui malheureusement un jour doit partir en retraite. Mais voilà, je pense, et puis au travers de ce que Liliana disait aussi, du comité parité, égalité, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a malheureusement pas le temps de dire, mais nos jurys d'admission sont sensibilisés au biais de genre. Il y a plein de dispositifs qui sont mis en place. On pourra encore vous en parler, mais là, je vois le temps filer. Je pense que pour toutes ces raisons que vous avez évoquées, je vous ai rejoint il y a 1 mois et demi et je suis vraiment heureuse de vous avoir rejoint et de vous faire intervenir aujourd'hui parce que, donc, vous l'aurez compris, on cherche des femmes à INRIA. On a besoin que ces femmes viennent nous rejoindre dans la science, dans le transfert, dans la médiation à INRIA Startup Studio. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup pour vos témoignages. Ça a été un plaisir de vous entendre, de vous écouter, de partager vos expériences.
Merci beaucoup aussi à BNP Paribas, les Digital Ladies Analyze, Simplon, de nous avoir donné cet espace de parole. Voilà, j'espère qu'on retrouvera bientôt plus de filles et de femmes chez nous à INRIA. En tout cas, merci beaucoup, mesdames. À très bientôt, chers collègues. Au plaisir de vous retrouver. Merci bien. Eh bien, merci de nous avoir invités.